Bonjour à tous, je suis Paul-Loup Veille-Dubuc, responsable de la recherche à l'Espace Éthique Île-de-France et j'aurai le plaisir d'animer ce premier grand entretien de notre université d'été éthique et société et maladies dégénératives. Voilà. Alors les grands entretiens, je le dis pour ceux qui assistent à l'université d'été pour la première fois, ont pour but de susciter une rencontre entre deux regards sur un sujet. Ici, le sujet, ce sera les maladies neurodégénératives, qu'on appelle aussi ici, et nous en discuterons, les maladies neuroévolutives. Vous avez remarqué que Madame Bourguignon a parlé de maladies neuroévolutives, puis a parlé de maladies neurodégénératives, donc il nous faudra peut-être éclaircir ce point. Sujet donc essentiel, sujet de cette université d'été et objet aussi du plan maladies neurodégénératives initié en 2014. Alors je remercie beaucoup pour leur présence Caroline Jordana et Frédéric Schekler. Caroline Jordana est neurologue au centre hospitalo-universitaire de Nice et Frédéric Schekler est directeur de recherche INSERM. Il dirige une équipe de chercheurs spécialisés sur les maladies neurodégénératives, en particulier sur la maladie d'Alzheimer et la maladie de Parkinson. Je les remercie beaucoup de se prêter à cet exercice exigeant de faire un retour sur leurs connaissances, sur leurs expériences sur les maladies neurodégénératives. Exercice exigeant parce qu'il ne s'agit pas seulement d'être compris de la plupart d'entre nous qui ne connaissons pas aussi bien que les mécanismes moléculaires impliqués dans ces maladies ou les tableaux cliniques de ces maladies, mais aussi parce qu'ils vont se confronter à un regard un peu différent du leur. C'est un exercice exigeant aussi pour cette raison. Le regard du clinicien, de la clinicienne qui est Caroline Jordana n'est pas le même, ne sera pas le même, je pense, on le découvrira, que le regard du biologiste qui est Frédéric Schekler. Alors, avant de commencer vraiment cet entretien, il me semble essentiel de revenir sur l'importance d'une réflexion critique sur cette catégorie de maladies neurodégénératives, maintenant bien établie, maintenant consacrée dans un plan et donc objet de ces universités d'été depuis maintenant quelques années. Pour rappeler une évidence, bien sûr, les catégories sont des constructions qui sont nées à un moment dans l'histoire et pour cette raison, nous devons les interroger. Cela ne veut pas du tout dire que les réalités qu'elles décrivent n'existent pas. Ce n'est pas du tout la question. Malheureusement, ces réalités existent. Cela veut dire qu'à un moment, s'est imposé l'idée qu'il fallait rassembler un ensemble de maladies dont on verra quelles elles sont, notamment la maladie d'Alzheimer, la maladie de Parkinson, mais bien d'autres, au sein d'une catégorie donc, qui est les maladies neurodégénératives. Qu'est-ce que ça apporte de mettre ces maladies sous cette catégorie? Qu'est-ce que ça apporte pour les comprendre en termes scientifiques? Qu'est-ce que ça apporte pour répondre aux besoins des personnes? Qu'est-ce que cela apporte au plan clinique? Qu'est-ce que ça apporte aussi pour communiquer sur ces maladies auprès du public? Voilà. Donc je pense que c'est important de continuer à se poser ces questions qui seront un peu l'arrière-plan de notre discussion, je pense, qui ne sont pas seulement des questions théoriques, mais qui ont évidemment des effets pratiques importants. Alors, avec Caroline et Frédéric, nous nous sommes mis d'accord sur un déroulement, sur des thèmes qui nous semblaient vraiment essentiels de traiter. Donc, il y aura quatre grands thèmes dans cette réflexion. Le premier, ce sera la catégorie des maladies neurodégénératives elles-mêmes. Qu'est-ce qui fait son homogénéité? Qu'est-ce qui fait sa pertinence? Le deuxième thème, ce sera quelles sont les connaissances actuelles sur les causes, les facteurs de risque de ces maladies neurodégénératives. Et on aura évidemment un focus sur la maladie de Parkinson. Et nous parlerons dans un troisième temps des traitements et puis enfin des questions posées par le diagnostic sur ces maladies. Alors, je commence donc par la première partie. Nous commençons par la première partie, donc sur la catégorie elle-même. J'ai envie de vous poser une première question à tous les deux, qui concerne les points communs. Donc une question d'abord
en apparence simple, mais j'imagine que la réponse ne le sera pas. Les points communs au plan biologique, les points communs au plan clinique, au plan du vécu de la maladie. Je ne sais pas qui veut commencer. Alors moi, bien sûr, je vais surtout parler du point clinique de ces maladies. Alors peut-être juste, il faut qu'on réfléchisse à quelles sont ces maladies. Là, il y a beaucoup été cité la maladie d'Alzheimer, qui est une maladie neurodégénérative très fréquente, mais qui est bien sûr pas isolée. Moi, quand j'ai appris la neurologie, pour moi, les maladies neurodégénératives, c'était les maladies vraiment où le cerveau voit la dégénérescence. Donc, il y avait la maladie de Parkinson, les syndromes parkinsoniens, des maladies plus rares, comme la sclérose latérale amyotrophique, mais il y avait aussi, finalement, aujourd'hui, dans le plan des maladies neurodégénératives, la sclérose en plaques, qui peut paraître un peu différente. Et pourtant, cette classification en maladies neurodégénératives et de ramener peut-être des maladies qui ont des mécanismes inflammatoires me paraît quand même pertinente parce qu'il y a quand même des points communs. Et ça, c'était cette question. Sur le plan clinique, c'est des maladies qui vont amener à un moment donné à un handicap et à une perte d'autonomie. Cette perte d'autonomie, elle peut être intellectuelle, cognitive, comme dans la maladie d'Alzheimer, comme dans, par exemple, la maladie de Parkinson avec démence parkinsonienne, qui ne concerne pas tous les patients, ou peut être physique, comme dans la sclérose latérale amyotrophante. Il y a cet aspect, on va dire, d'évolutivité et de ce handicap dans la vie quotidienne. Pour la majorité de ces maladies, et là, il faut peut-être sortir un peu la sclérose en plaques quand même, il y a le point commun que nous disposons actuellement d'aucun traitement modificateur de la maladie. Donc, on a des traitements pour certaines de ces maladies, y compris la maladie de Parkinson, on a des traitements symptomatiques, donc on peut améliorer certains symptômes, pas tous les symptômes de la maladie, mais on n'a pas finalement de moyens d'intervenir sur l'évolution de la maladie. Donc, c'est des maladies progressives qui s'aggravent et qui, à un moment donné, amènent un handicap. Et tout l'enjeu est donc d'être prise en charge de maladies pour lesquelles on n'a pas vraiment de cure. Bonjour à tous d'abord. D'un point de vue biologique, alors je suis obligé de rentrer un petit peu dans le détail, on peut dire que toutes ces maladies neurodégénératives sont des protéinopathies. Les protéinopathies, ce sont des maladies où des protéines s'accumulent et s'agrègent de manière anormale et sont toxiques pour la cellule. Alors ça, c'est quelque chose qui est vraiment commun globalement à toutes ces maladies neurodégénératives, mais il y a d'autres fonctions cellulaires qui sont aussi altérées de manière commune. Et je parlerai, Caroline a parlé de processus inflammatoires très très souvent qui sont détectables et identifiés comme cause possible de ces pathologies. Mais il y a d'autres aspects, et notamment on sait que la majorité de ces maladies ont des problèmes avec un phénomène qu'on appelle l'autophagie. Alors c'est un terme un petit peu barbare, qui est en fait une autodigestion où la cellule est un petit peu capable de digérer normalement les protéines qui sont agrégées anormalement. Et ce mécanisme est défectueux dans ces maladies neurodégénératives. Il y a d'autres aspects, il y a le stress oxydatif, il y a d'autres aspects, notamment concernant, vous avez entendu parler des mitochondries, c'est un peu l'usine énergétique de la cellule qui est très importante et qui sont toujours altérées dans ces maladies neurodégénératives. Donc il y a quelques paramètres communs comme ça qui sont assez facilement identifiables. Et puis naturellement, il y a des spécificités qui sont très importantes. Et les spécificités pour ces maladies, elles viennent plus de la protéine qui est affectée et le type cellulaire. Je m'explique. Par exemple, dans la maladie de Parkinson, il y a une protéine qui s'agrège qu'on appelle, encore un terme un peu barbare, la synucléine. La synucléine, elle est présente partout dans le cerveau. Et pourtant, il y a une zone où elle est particulièrement toxique, un petit noyau de la base qu'on appelle la substance noire. Et on comprend un petit peu pourquoi, parce que cette synucléine, en fait, elle est dégradée spécifiquement par des facteurs que seulement les cellules de la substance noire peuvent produire. Autrement dit, c'est le système cellulaire qui donne la spécificité de la pathologie. Alors, bon, je parle de substance noire pour la maladie de Parkinson, mais ça peut être le striatum pour la maladie de Huntington, ça peut être le noyau basal de Meiner pour la maladie d'Alzheimer. Donc, je vais faire un petit peu plus court parce qu'il y a d'autres questions passionnantes. Mais donc, il y a véritablement
des paramètres communs, très très clairement identifiables, mais naturellement une spécificité qui fait que, naturellement, quelqu'un qui a la maladie d'Alzheimer et quelqu'un qui a la maladie de Parkinson, au niveau biologique, ce n'est pas du tout les mêmes mécanismes qui sont affectés. Merci à tous les deux pour cette réponse. Donc, on a bien entendu donc, du côté de la clinique la perte d'autonomie, le handicap, du côté de la biologie, des protéinopathies, une agrégation donc, de protéines, si j'ai bien compris. Il y a une question qui est importante dans ce cadre-là, c'est que quand on regarde les sites des fondations de recherche, les sites des associations de patients, les sites des institutions, on voit souvent que ces maladies sont décrites comme des maladies du vieillissement. Est-ce que cela vous paraît correct de dire cela, que ce sont des maladies du vieillissement? Ce sont des maladies qui sont liées à l'âge. Ça, c'est la première chose. Pour les formes, en tout cas, qu'on appelle sporadiques, c'est-à-dire les formes qui ne sont pas liées à des mutations. Est-ce que ce sont des maladies du vieillissement? On ne peut vraiment pas dire ça parce qu'on connaît quand même les mécanismes du vieillissement, et notamment, là encore, quelque chose d'un peu compliqué, mais les aspects de régulation de la taille des télomères, notamment, qui sont impliqués dans le vieillissement, on dira normal. Et ça, ce n'est pas particulièrement une caractéristique des maladies neurodégénératives. Par contre, les maladies neurodégénératives, c'est une mort cellulaire exacerbée. Quelqu'un qui décède d'une maladie d'Alzheimer à un stade très avéré peut avoir 30% de poids de son cerveau en moins par rapport à quelqu'un qui est normal. Donc ces cellules, elles meurent, et elles meurent selon des mécanismes qu'on connaît, on sait identifier. Ce sont des mécanismes qui sont liés soit à ce qu'on appelle l'apoptose, soit à la nécrose, c'est-à-dire soit une mort cellulaire qui est programmée, soit une mort cellulaire qui est accidentelle, comme par exemple on peut avoir quand on a une ischémie. Donc on connaît bien ces processus, on connaît les protéines qui sont affectées, et ce ne sont pas des mécanismes qui sont particulièrement commun à un vieillissement normal, même si dans le vieillissement normal, il y a aussi naturellement des neurones qui meurent, mais on n'est pas du tout dans un processus similaire. Caroline, vous voulez... Moi, je trouve que cette question, elle est extrêmement complexe. Alors, c'est assez facile de reconnaître que pour la majorité des maladies neurodégénératives, l'âge, c'est le principal facteur de risque. Hein, mais ça ne veut pas dire que obligatoirement vieillissement veut dire maladie neurodégénérative. Donc on sait tous qu'il y a des centenaires qui n'ont aucun symptôme de maladie neurodégénérative. Mais quand on regarde un tout petit peu plus en détail, c'est quand même très complexe parce qu'il y a des sujets sains qui donnent leur corps à la science et on voit qu'il y a de la pathologie anatomique de maladie d'Alzheimer chez les centenaires à 30-40%. Donc qu'est-ce qui définit la maladie? Et je pense que ce n'est pas sur le plan biologique pas si clair que ça. Qu'est-ce qui définit la maladie, qu'est-ce qui définit finalement le vieillissement normal, hein, donc il y a toujours, je pense, dans la société cette réflexion qu'à 95 ans, avoir des troubles de la mémoire, c'est normal. En fait, non, c'est une maladie d'Alzheimer du sujet âgé. Hein, donc je pense que cette question, elle est très complexe de savoir est-ce que c'est des maladies du vieillissement, et je ne suis pas sûre qu'il y ait une réponse claire. Ce n'est pas valable pour toutes les maladies neurodégénératives quand même, parce que la sclérose en plaques, par exemple, c'est plutôt des personnes jeunes qui sont touchées. Donc ce n'est pas obligatoirement pour toutes les maladies le cas, mais pour la majorité des maladies, que ce soit la maladie d'Alzheimer, mais aussi la maladie de Parkinson, qui n'est pas une maladie du vieillard, mais qui commence quand même à la deuxième moitié de la vie en général, c'est l'âge, c'est un facteur de risque. Merci. Alors, comme autre point commun des maladies neurodégénératives, il y a le D dans maladies neurodégénératives. J'aimerais qu'on s'arrête un peu là-dessus. Qu'est-ce que c'est finalement que cette dégénérescence des neurones qui est supposée faire l'unité de ces maladies-là? On parle aussi de la capacité des neurones à se reconfigurer, à se régénérer. Bon, ce ne sont peut-être pas des mots corrects, vous me direz. Et puis il y a l'enjeu éthique de nommer ces maladies ainsi. J'aimerais que vous réagissiez un peu sur ce terme de dégénérescence. Alors, la dégénérescence, c'est quand même au départ une mort cellulaire. Je parle du concept biologique. Cette mort cellulaire, elle peut, comme je le disais tout à l'heure, être programmée, elle peut être au contraire accidentelle. On connaît
toutes les tenants, les aboutissants des aspects concernant la mort programmée. On sait qu'il y a une phase de latence d'abord, et puis il y a une phase exécutive. On connaît les protéines qui sont impliquées dans ces deux phases. On sait qu'il y a des régulations, notamment au niveau des gènes de certaines de ces protéines. Donc ça, c'est quelque chose qui est à peu près clair. La nécrose, c'est autre chose. C'est le fait qu'on a effectivement un accident qui fait qu'on va exacerber les problèmes qui sont de perte neuronale qui sont liés à la dégénérescence. Donc les deux aspects sont vraiment des aspects complètement différents. Pour moi, là, le terme neurodégénératif, ça veut dire vraiment qu'il y a une progression de la maladie, d'où peut-être l'idée d'utiliser le terme neuroévolutif. Pourquoi on n'utilise pas neurodégénératif? Pourquoi on a remplacé le mot par neuroévolutif ici? Est-ce que c'est parce qu'on craint une stigmatisation, une dégénérescence? Ça fait l'être qui dégénère, hein. Je fais vraiment le parallèle avec le terme démence, hein. Donc la maladie d'Alzheimer, c'est une démence. Dans la maladie de Parkinson, il y a 30 personnes des personnes qui développent une démence. Il y a la démence à corps de Lévy. Et pourtant, ce terme, on l'utilise très peu quand on parle avec les patients. On n'ose pas finalement appeler la chose par son nom, hein. Pourtant, c'est une définition finalement. C'est un terme neurologique qui peut-être dans le langage commun appelle à des choses différentes, hein. Quelqu'un qui fait une crise de démence, c'est quelqu'un qui devient fou. Non, une démence, c'est une perte des capacités intellectuelles avec un impact dans la vie quotidienne, hein. Donc c'est une définition très claire pour moi, et moi je n'ai pas de difficulté d'utiliser le terme maladie neurodégénérative ou démence. Donc ça, c'est sur la dernière question finalement, sur le dernier aspect que vous avez demandé. Ce qu'on veut aussi dire quand on parle de maladie neuroévolutive, au-delà de la volonté de ne pas stigmatiser les personnes, c'est qu'il s'agit peut-être d'une évolution, c'est-à-dire non pas d'une dégénérescence, c'est-à-dire d'un processus linéaire, mais d'une évolution dans laquelle il y a des phases de récupération. Voilà, donc peut-être que... Donc là, je peux peut-être parler juste un tout petit peu de la maladie de Parkinson, de l'évolution de la maladie de Parkinson, parce que beaucoup de personnes savent dans la maladie de Parkinson, il y a des tremblements, hein, et puis les patients, ils sont un peu plus lents dans la vie quotidienne, mais en fait, ces tremblements, ces lenteurs dans les gestes, les raideurs, c'est juste qui sont en lien donc avec l'atteinte de la substance noire, c'est juste une partie de la maladie, hein. C'est les symptômes qu'on appelle les symptômes moteurs, mais qui ne sont pas du tout les premiers ni les derniers symptômes de la maladie. On sait aujourd'hui que la maladie, avant qu'elle se déclare, avant qu'elle devienne diagnosticable, elle a déjà débuté dans le corps 10-20 ans avant, hein. Les premiers symptômes de la maladie sont dans le tube digestif et dans le nerf de l'olfaction, hein, une perte de l'odorat, un ralentissement du transit. Et puis ensuite, la maladie, elle se propage de bas en haut, hein. Elle arrive via le nerf vague au niveau du tronc cérébral. Quand elle arrive au tronc cérébral, il peut y avoir d'autres symptômes, des symptômes non moteurs encore, comme par exemple du trouble du sommeil, hein, une dérégularisation du tonus pendant le sommeil paradoxal. Une dysautonomie, hein, dysfonctionnement du contrôle des fonctions urinaires, le fait quand on se lève d'avoir des chutes de tension artérielle, tout ça c'est des symptômes qui peuvent être prémoteurs, hein, qui peuvent être présents avant que la maladie se déclare pour de bon. Et quand elle est montée, quand elle arrive au mésencéphale au niveau de la substance noire, là elle va se déclarer sur les symptômes moteurs, on va les diagnostiquer et le processus il continue de bas en haut et peuvent donc apparaître ensuite des symptômes non moteurs comme des troubles cognitifs, mais également des symptômes moteurs qui ne dépendent pas de la substance noire, pas de ce système dopaminergique pour lequel on a des médicaments et qui sont donc du coup pas accessibles au traitement, comme des chutes, des troubles de l'équilibre, donc une perte d'autonomie finalement physique qui s'installe avec la maladie. Et ça, c'est toute cette évolution de la maladie de Parkinson et on peut faire vraiment des parallèles avec les autres maladies neurodégénératives, donc je suis moins experte, mais c'était pour vous donner l'exemple de la maladie de Parkinson, cette évolution de symptômes moteurs, non moteurs dans une vie, et évidemment avec une énorme hétérogénéité d'un patient à l'autre, hein, des patients où cette évolution peut se faire rapidement vers un handicap important et d'autres patients qui ont des formes tout à fait bénignes et qui vivent et qui finalement vont avoir d'autres problèmes de santé.
Cette évolution, en fait, elle existe aussi au niveau anatomique. Quand on regarde la maladie d'Alzheimer, il y a globalement 2 lésions qui sont canoniques, je dirais, qu'on parle des plaques séniles ou qu'on parle des dégénérescences neurofibrillaires, encore des termes un petit peu barbares. Et on a une progression de ces lésions qui fait qu'on peut même, à l'autopsie, dire qu'on était à un grade 2, 3 ou 4, selon l'aire cérébrale qui est affectée. Et pourtant, cette évolution anatomique, elle est quand même aussi très affectée par des aspects environnementaux. On en parlera peut-être un petit peu plus tard. Et à l'histoire naturelle des patients. Et ça a été très bien montré. Quand on s'est intéressé, on a beaucoup appris des formes sporadiques de maladie d'Alzheimer à partir des formes familiales. Les formes familiales sont beaucoup plus agressives, beaucoup plus précoces, et on a beaucoup appris de la capacité à ces lésions de progresser, en fait. Et donc, on s'est aperçu qu'effectivement, on avait pour 2 personnes qui avaient la même mutation et qui donc étaient destinées à développer une maladie et qui étaient en fait une étude qui a montré que 2 jumeaux qui avaient été séparés à la naissance avaient la même mutation, avaient développé une maladie d'Alzheimer avec un âge de début qui était, en termes symptomatiques, différé de plusieurs dizaines d'années. Et donc ça veut bien dire qu'il y a une histoire naturelle extrêmement importante, un environnement, que ce soit intellectuel ou que ce soit physique ou que ce soit vraiment environnemental, qui contribue vraiment à la pathologie, même si on a un substratum anatomique qui est avéré. Est-ce que vous voulez plus en parler de ces facteurs environnementaux, de l'importance qu'ils ont finalement dans le développement des maladies neurodégénératives, peut-être aussi Caroline tout à l'heure sur Parkinson ou maintenant? Pour la maladie de Parkinson, il y a certains facteurs environnementaux qui ont été identifiés, comme par exemple certains pesticides qui peuvent jouer un rôle déclencheur dans le processus. Il y a certainement d'autres facteurs environnementaux, ce qui est quand même très intéressant de voir. Comme je vous ai dit tout à l'heure, les premières lésions de la maladie sont dans le nerf de l'olfaction et dans le tube digestif, qui sont les portes d'entrée en quelque sorte. Donc on pense aujourd'hui dans la maladie de Parkinson qu'il y a probablement une susceptibilité. Alors il y a aussi des formes héréditaires génétiques, ça c'est des formes plus rares et c'est des maladies un peu différentes, mais la maladie de Parkinson classique, sporadique, idiopathique, on pense vraiment qu'il y a une sorte de susceptibilité génétique, et après il y a les facteurs environnementaux qui viennent déclencher le processus, et donc en fait c'est clair que le tube digestif c'est une porte d'entrée, et le nez aussi c'est une porte d'entrée de toxiques ou autres, sans qu'on connaisse en détail. C'est très difficile à étudier parce que je vous ai parlé finalement de ce décalage de 10-20 ans, voire plus. Ce qui, pour la maladie d'Alzheimer, en termes de facteurs environnementaux vraiment avérés, on n'est pas comme dans le cas de la maladie de Parkinson où effectivement les pesticides ont été montrés être impliqués. Mais par contre, on identifie d'une certaine manière ce qu'on appelle des facteurs de risque. Et ces facteurs de risque, qui ne sont pas particulièrement environnementaux, qui sont plutôt génétiques, ce sont à l'inverse des mutations qui donnent les formes familiales, où on a, finalement, quand on a une mutation, on a la malchance, j'allais dire la chance, on a la malchance d'être sûr à 100% de développer une maladie. Un facteur de risque, ce n'est pas du tout la même chose. On a un risque augmenté d'avoir la maladie, mais si on a cette mutation, on ne fera pas automatiquement la maladie, et on peut faire la maladie sans avoir cette mutation. Et ça, grâce à des approches génétiques qu'on appelle les GWAS, mais bon, ça c'est encore un terme un petit peu... On arrive à identifier un nombre de facteurs de risque extrêmement importants pour la maladie d'Alzheimer. Et naturellement, la difficulté, c'est d'essayer d'identifier quelle est la modification liée à ces mutations et quelle est leur influence sur le déroulement ou l'établissement de la pathologie. Mais les facteurs de risque pour la maladie d'Alzheimer sont plus génétiques que véritablement environnementaux, même si on entend de temps en temps parler de l'aluminium et dans la presse notamment de facteurs qui sont finalement pas toujours avérés, et quelquefois ça retombe un petit peu comme un soufflet là. Donc il faut un petit peu faire attention avec ça. Par contre, les facteurs de risque dont je vous ai parlé, c'est quelque chose de tangible. On ne sait pas toujours quelle est l'influence directe de ces mutations, mais on sait que
la possibilité d'avoir ces mutations peut accélérer la progression ou augmenter l'aspect drastique de la maladie, en ce qui concerne en tout cas son phénotype. Alors on va avancer un peu en abordant un nouveau chapitre qui est celui des traitements. Frédéric, est-ce que vous pouvez essayer de nous dire quelles sont les pistes thérapeutiques aujourd'hui concernant la maladie d'Alzheimer notamment? Voilà. Alors, il n'y a pas vraiment de traitement de la maladie d'Alzheimer. Il y avait des traitements aussi symptomatiques avec des molécules qui sont en fait ce qu'on appelle des anticholinestérases, mais qui en fait sont vraiment des molécules qui ont un effet très mineur, même si les personnes avec qui je discute, qui sont des cliniciens, disent qu'il y a quand même un effet bénéfique de certains de ces inhibiteurs, mais on est loin de l'identification d'un traitement qui affecte la cause probable de la pathologie. En ce qui concerne la maladie d'Alzheimer, il se trouve que cette université d'été arrive juste après une information concernant le fait que la Food and Drug Administration aux États-Unis a permis le développement et a validé en fait le développement d'un anticorps monoclonal, vous avez peut-être entendu parler, qui s'appelle l'aducanumab et qui est en fait un anticorps qui justement cible les agrégats protéiques qui s'accumulent dans la maladie d'Alzheimer. Alors c'est un espoir naturellement important, donc on est là sur des approches immunothérapie, c'est un espoir important, mais qu'il faut quand même, bien que je sois foncièrement et fondamentalement un optimiste chronique, j'allais dire, il se trouve qu'il faut quand même rester un petit peu réaliste. C'est une étude qui a porté sur une cohorte de patients qui, pour pas mal d'entre eux, ont développé des effets secondaires, et pour ceux qui ont pu aller au bout de l'essai clinique, ont quand même apporté des améliorations sur le déclin cognitif, pas si spectaculaire que ça. D'ailleurs, pour la première fois aussi, la FDA a donné un avis réservé. C'est-à-dire qu'ils ont donné cet avis favorable un petit peu de manière accélérée, tout en assujettissant la prolongation de cet avis à des essais cliniques supplémentaires à 9 ans notamment, pour voir si véritablement il y a un effet bénéfique de cet anticorps. Et puis il y a d'autres anticorps aussi, toujours sur des protéines qui sont liées à l'amyloïde, mais qui sont des petits fragments d'amyloïde, qui sont aussi extrêmement prometteurs, qui sont en phase 2 en ce moment. Mais pour l'instant, si on pense vraiment les traitements, j'allais dire les potentiels les plus avancés, on se dirige vraiment vers l'immunothérapie plus que vers une pharmacopée, même si la maladie d'Alzheimer étant une maladie pléiotropique, de toute façon, on s'adressera sans doute plus à une multithérapie, un petit peu comme pour le sida, qu'une monothérapie avec une seule cible véritablement avérée. Pléiotropique, simplement. Pléiotropique, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs causes, en fait, d'une certaine manière. En tout cas, plusieurs contributeurs qui peuvent jouer soit de manière additive, mais quelquefois synergique. D'accord. Et c'est important de pouvoir traiter différents aspects, alors par symptomatologie, mais aussi d'un point de vue causal. Donc là, on a parlé des traitements qui s'attaquent vraiment au processus physiopathologique, moléculaire. Si on parle des traitements symptomatiques, notamment concernant la maladie de Parkinson, on pense à la stimulation cérébrale profonde. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Alors la stimulation cérébrale profonde, c'est pas du tout du futur, c'est vraiment quelque chose qui est établi, hein, c'est un traitement validé de la maladie de Parkinson, mais qui s'adresse qu'à une fraction des patients. Donc,
les symptômes qu'on traite dans la maladie de Parkinson sont surtout les fameux symptômes moteurs, qui sont donc en lien avec l'atteinte de la substance noire. Dans cette substance noire se trouvent des neurones qui fabriquent la dopamine, qui est un neurotransmetteur. Et puis, quand il y a un manque en dopamine, on va avoir les symptômes moteurs dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et ces symptômes moteurs, on va pouvoir les améliorer en substituant ce qui manque, la dopamine. Et donc, on donne un précurseur de la dopamine qui est la dopa par voie orale ou d'autres traitements qui jouent sur le système dopaminergique et puis on va pouvoir corriger les symptômes. La réponse au traitement antiparkinsonien, donc au traitement dopaminergique est très variable dans la maladie de Parkinson, ça va de 30% à 90%, au moins en début de maladie et puis dans l'évolution de la maladie. La partie dopa-sensible, elle reste, mais les symptômes non moteurs, non dopa-sensibles vont s'accumuler et donc on va finalement sur le total avoir peut-être une moins bonne réponse. La stimulation cérébrale profonde, c'est un traitement finalement symptomatique également. On n'agit pas sur la maladie elle-même, mais au lieu d'agir de façon chimique, on va agir de façon électrique, en implantant une électrode dans le circuit dysfonctionnel. Donc quand il y a un manque de dopamine, il y a plusieurs circuits qui vont dysfonctionner, dont un circuit où est impliqué un noyau qu'on appelle le noyau sous-thalamique, qui va être hyperactif. Quand il manque en dopamine, à un moment donné, lui, il va être moins inhibé qu'habituellement et il va être hyperactif. Et quand on met une électrode dans ce noyau, qui est relié donc par un câble à un stimulateur sous la peau, donc comme un pacemaker, c'est un pacemaker du cerveau en quelque sorte, on va pouvoir corriger cette hyperactivité et avoir un effet qui ressemble un peu au traitement médicamenteux. Donc il faut bien comprendre que ce n'est pas un traitement qui est supérieur au traitement médicamenteux dopaminergique, mais l'avantage de cette stimulation cérébrale profonde, c'est qu'elle se fait 24 heures sur 24 de façon chronique et constante. Et le traitement par voie orale, quand on le prend de façon pulsatile, c'est quelque chose qui n'est pas physiologique, et un certain nombre de patients développent, avec cette administration pulsatile 3 ou 4 fois par jour, des efficacités qui sont réduites dans le temps. Donc ils répondent au traitement, mais au bout de 2 ou 3 heures, les symptômes reviennent, il faut reprendre son traitement. Ça fait des hauts et des bas, où ils développent des mouvements anormaux, des dyskinésies, des gigotent dans tous les sens. Ça, c'est des réactions excessives au traitement dopaminergique pulsatile. Et donc ce que cette stimulation elle apporte à ces patients-là, donc c'est 10% des patients seulement qui ont besoin ou qui sont éligibles à une stimulation cérébrale profonde, c'est un traitement plus stable. Donc c'est quelque chose, ça fait partie de l'arsenal thérapeutique de la prise en charge de la maladie de Parkinson, mais qui ne concerne, si on n'est pas sensible au traitement antiparkinsonien, si la dopamine ne marche pas, la stimulation ne marchera pas non plus. Merci. J'ai pas parlé de DBS de stimulation profonde pour la maladie d'Alzheimer. C'est vrai que c'est quelque chose qui, au départ, d'un point de vue empirique, était un peu exclu par le fait que, à l'inverse de la maladie de Parkinson, les noyaux qui sont affectés ne sont pas des noyaux et c'est extrêmement restreint. Les aires sont un peu plus larges. Mais quand même, il y a une anecdote assez intéressante et puis un travail aussi de notre labo qui est que en traitant des personnes par stimulation profonde qui étaient atteintes de morbidité, d'obésité morbide, donc ce sont vraiment des personnes qui nécessitent un traitement aigu, la stimulation profonde se fait au niveau du fornix. Et dans ce noyau, en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que vous savez que la personne est vigile, naturellement, pour voir si on n'a pas de lésions particulières lors de l'intervention. Il s'était aperçu, les chirurgiens, que la personne avait des réminiscences et des souvenirs enfouis, mais très très lointains, qui revenaient comme ça à la surface. Et nous, on était assez intéressés par ça. Il y a quelqu'un au Canada, et Denis Fontaine aussi ici, qui est intéressé par ces approches. Au Canada, c'était quand même une quarantaine de patients. Et nous, on a, à notre humble niveau de chercheurs, regardé si en faisant ça chez un rat qui était un rat alzheimerisé, si vous voulez, si ça avait un effet. Et en fait, on s'est aperçu qu'en faisant ça, le rat avait un nettoyage de son cerveau de ces dépôts amyloïdes dont je parlais, une récupération aussi neuronale et une baisse de l'inflammation. Donc c'est assez intéressant quand même de voir que quelquefois, par la coïncidence, on finit par trouver des pistes. Je ne dis pas du tout que c'est une piste... un grand espoir pour la maladie d'Alzheimer, mais je rebondissais sur cet aspect comme j'en avais pas parlé, et Caroline en a très bien parlé pour Parkinson.
Merci Frédéric. Le temps passe très très vite, donc on arrive presque à la fin. Je voulais quand même aborder vraiment rapidement avec Caroline la question du diagnostic peut-être, parce que c'est une question qu'on ne peut pas manquer, qu'on a beaucoup traitée dans les universités d'été précédentes. Mais là, sur la question de la maladie de Parkinson, d'abord, dans quelle mesure ce diagnostic est aisé à établir? Ça, c'est une première question dont on a à peu près une réponse. Et sur la question aussi de l'errance diagnostique, c'est-à-dire dans quelle mesure un diagnostic le plus précoce possible est-il souhaitable aussi pour cette maladie de Parkinson? On en a déjà beaucoup parlé pour la maladie d'Alzheimer ici et les maladies apparentées, mais c'est intéressant d'avoir votre opinion. Alors, il faut que je donne deux réponses un peu distinctes. La première chose, c'est pour la maladie de Parkinson, dont je vous ai parlé depuis tout à l'heure. Le diagnostic est relativement facile. Et le fait qu'il y ait un retard diagnostique, s'il n'est pas excessif, c'est-à-dire si on n'est pas chez un patient qui a déjà un handicap moteur important, me paraît pas si probable que ça. C'est-à-dire que en général, les symptômes, le diagnostic il est clinique, il n'y a pas de prise de sang, il n'y a pas de marqueur, pas de biomarqueur, c'est des critères cliniques, mais quand les critères cliniques sont réunis, on va pouvoir poser le diagnostic. C'est relativement important de poser le diagnostic puisqu'il y a quand même des traitements symptomatiques qu'on peut amener aux patients, et finalement, c'est pas si compliqué. Ce qui est la question est différente pour les maladies neurodégénératives dont je m'occupe aussi, qui sont plus rares, qu'on appelle les syndromes parkinsoniens atypiques, c'est-à-dire c'est des maladies qui se présentent dans un premier temps avec des symptômes communs de la maladie de Parkinson, mais finalement, c'en est pas. Et souvent, on se rend compte parce qu'on met le traitement anti-parkinsonien et ça marche pas. Et donc, on a donc ces syndromes parkinsoniens atypiques comme la démence à corps de Lévy, comme les atrophies multisystématisées, la paralysie supranucléaire progressive ou maladie de Richardson. Donc, c'est des maladies qui sont beaucoup plus rares et qui sont finalement pas si faciles à diagnostiquer puisqu'il y a un chevauchement entre les différentes maladies. Et puis, je me pose parfois moi-même la question, est-ce que c'est utile là d'insister? Donc, on voit les patients, là, il y a une errance diagnostique chez ces patients-là, parce qu'ils viennent chez le neurologue traitant, il leur dit c'est une maladie de Parkinson, mais ça ne répond pas, ils viennent chez le deuxième, chez le troisième, et ils arrivent au centre expert. Et parfois même au centre expert, on a du mal à classer ces maladies. Donc, est-ce que c'est utile de les classer? Et dans la mesure où il n'y a pas de traitement derrière, c'est-à-dire il n'y a pas de conséquences thérapeutiques. Parfois, les examens complémentaires qu'on va faire pour affiner le diagnostic sont relativement simples, une IRM, mais ça peut aller à des examens un peu plus pénibles comme un PET scanner, ça dure plus de temps, ou un peu plus invasifs comme une ponction lombaire pour doser certains marqueurs des maladies neurodégénératives. Et donc, je pense qu'il y a une question très personnelle là. Il y a des patients pour lesquels il peut y avoir le soulagement d'avoir enfin la réponse. Il y a un diagnostic, on va se projeter derrière sur le pronostic aussi. J'ai une maladie, elle porte tel et tel nom. La conséquence, là, il n'y a rien à faire, il n'y a pas de soins, il n'y a pas de cure, il n'y a rien à faire. Mais au moins, je sais ce qui m'attend. Il y a beaucoup de patients qui sont dans cette attente et qui ont besoin d'un diagnostic relativement précis pour pouvoir se projeter. Et il y a d'autres patients qui sont différents et moi, je pense qu'il faut les respecter et qui viennent me voir et je leur dis, voilà, ce qu'on va faire, là, vous avez peut-être cette maladie ou celle-là, ou celle-là, ou celle-là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous prendre une semaine en hospitalisation, on va vous faire 5-6 examens, et puis après, on vous dira. Mais c'est pas sûr qu'on sache. C'est un puzzle, peut-être on sait pas. Et il y a des patients qui me disent, oui, mais ça change quoi pour moi? Et je pense qu'il faut respecter aussi ce choix de certains patients de dire, ok, j'ai une maladie neurodégénérative, ça j'ai compris, laquelle... Pour moi, ça ne change rien et je pense qu'il y a une décision très personnelle qu'il faut respecter et qu'il faut à un moment donné pas forcément pousser non plus le patient à dire voilà, il faut faire ça, il faut être peut-être un peu moins directif. Donc ça, c'était une partie de réponse. Et si j'ai toujours le temps, je voudrais la deuxième partie de réponse, c'est le diagnostic précoce de la maladie de Parkinson. Ça, c'est autre chose. Donc on a aujourd'hui des moyens. Peut-être pas de la diagnostiquer. Si, de la diagnostiquer un peu plus précocement, oui, parce qu'avec certains examens complémentaires, on peut déjà, avant que les symptômes moteurs vraiment se montrent, on peut déjà mesurer avec des examens complémentaires la perte dopaminergique. Mais on sait aujourd'hui aussi que cette fameuse stade prémoteur, atteinte du subdigestif, atteinte des troubles du sommeil et autres, pourrait accéder vraiment à un dépistage en population. Donc c'est quelque chose où il y a une réflexion, c'est pas facile. Donc est-ce que toutes les personnes qui perdent l'odorat vont développer une maladie de Parkinson? Non, évidemment que non. Est-ce que toutes les personnes qui ont ce trouble du comportement en sommeil paradoxal, qui est le trouble qui précède la maladie de Parkinson,
Parkinson vont développer une maladie de Parkinson. Ah, il y en a déjà plus là. Hein. Là, il y a quand même un certain pourcentage. Si on combine les deux, est-ce qu'on va augmenter le score? Hein. Donc, il y a aujourd'hui des scores qu'on peut établir pour prédire la probabilité, avec des symptômes prémoteurs, de développer derrière une maladie de Parkinson ou une maladie à corps de Lévy. Et je pense qu'aujourd'hui, là, tout de suite, il n'y a pas vraiment de conséquences thérapeutiques, mais on a aussi dans les syndromes parkinsoniens, dans les starting blocks de maladies, de traitements qui pourraient modifier l'évolution de la maladie, hein, donc l'immunothérapie ou des traitements qui vont plus jouer sur la mitochondrie, donc sur le métabolisme énergétique des cellules. Et je pense qu'il faut, le jour où on a ce type de traitement, il faut qu'on soit prêt à pouvoir dépister. Et je pense que c'est quelque chose qui, dans un futur proche, peut être faisable de dépister plus précocement la maladie. Très bien. Donc si je retiens la première partie de la réponse, dans certains cas, évidemment pas dans tous heureusement, mais le diagnostic peut générer une forme d'errance aussi. Voilà. Est-ce que, donc là on n'a vraiment plus beaucoup de temps, Frédéric, est-ce que vous voulez dire un dernier mot de ce qui vous semble vraiment important sur les aspects diagnostiques dans la maladie d'Alzheimer, en fait, ils conditionnent la thérapeutique, bien sûr, et le problème c'est d'avoir, comme l'a dit Caroline, un diagnostic le plus précoce possible. Or, le Graal, c'est quand même de trouver la cause et l'étiologie de la maladie. Il n'y a que comme ça qu'on arrive finalement à l'idée d'avoir une thérapeutique et un diagnostic qui soit un diagnostic moléculaire, qui soit un petit peu antérieur au développement des marqueurs, en quelque sorte, qui soient antérieurs au développement des symptômes et des atteintes psychologiques. Donc c'est ça le Graal, c'est ça tout tout ce qu'on essaye de faire en recherche fondamentale en ce qui concerne l'étiologie de la pathologie. Ça conditionne complètement le diagnostic et la thérapeutique ensuite. Merci à tous les deux. On va s'arrêter là. Si je reprends la question qui était la question du départ, qu'est-ce que ça apporte finalement cette catégorie, on a vu avec cette discussion, j'avais encore plein de questions à poser, qu'au moins elle suscite la discussion. Elle a discuté une belle discussion entre vous, au moins ça. Donc je vous remercie à tous les deux. Merci à vous. Et Merci. voilà.